Bien, mais nous allons débuter, nous allons débuter cette table ronde dans le cadre de cette journée qui est aussi une journée de fête autour de la M3C et pour les 20 ans du Centre culturel universitaire. Mais en même temps, c'est aussi une fête parce que nous sommes aujourd'hui autour de Jacques Thiers, qui, malgré la pérennité de ses activités au Centre culturel, a pris une retraite méritée. Et nous allons mettre en perspective une thématique très ouverte aujourd'hui, que l'on a nommée Langue et littérature en devenir, Lingue e literatura unduinta, qui nous mettra dans une double perspective, puisque c'est aussi l'occasion à travers ces 20 ans du CCU, mais aussi des plus de 30 ans de l'université, de voir un petit peu comment l'université a pu agir en catalyseur de la langue et de la littérature corse, et en même temps de se mettre en perspective d'avenir, puisque c'est un chantier qui, bien entendu, est toujours en cours. Alors, sur le déroulé de ce débat, nous allons prendre, avec nos invités que je vais vous présenter dans l'instant, une petite heure, bien entendu, d'échange ici autour de la table ronde. Mais très vite, je donnerai la parole au public de façon à ce que nous puissions échanger sur divers points de vue entre étudiants, doctorants et bien entendu amis et passionnés de langue et littérature corse. Alors, nous accueillons bien entendu Dominique Verdogne aujourd'hui, professeur, on va dire anthropologie, hein, langue et culture corse, avec une spécialité en anthropologie, et directrice de l'ESP. L'ESP, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est ce qu'est devenu l'IUFM de Corse. Bien entendu, nous souhaitons la bienvenue à Hans Goebbels, qui nous vient de l'université de Salzbourg. Et Hans Goebbels est linguiste, romaniste, et sa présence ici est liée au fait qu'il avait, dans les années 80, déjà pris contact avec la Corse, et c'est un connaisseur parfait de l'ensemble des langues romanes, petites ou grandes, et il nous donnera son point de vue en perspective par rapport aux années qu'il a connues quand il est venu nous rendre visite, mais bien entendu par rapport à l'avenir. Jacques Fouzine, j'allais dire qu'on ne le présente plus, professeur émérite langue et littérature corse, mais il faut le présenter quand même, écrivain, et qui, bien entendu, eu égard à sa bibliographie et à son parcours ici à l'Université de Corse, aura bien des choses à dire sur cette langue et cette littérature en devenir. Pas sûr. Guy Firologne, enfin, du côté de l'édition, parce qu'une langue et une littérature en devenir ne seraient pas en devenir si l'économie de la culture n'était pas là. Et il nous parlera du côté du monde de l'édition, mais bien entendu aussi par rapport à un parcours et un, comment dirais-je, un moment pionnier qu'il a connu, notamment avec Jacques Thiers, dans les années 80. Bien entendu, Jacques Thiers, qui est avec nous aujourd'hui, professeur émérite, sociolinguistique, et qui aujourd'hui garde une mission au sein du CCU, In Creativita. Voilà, j'ai fait le tour, et c'est moi qui serai à l'animation et à la modération de ce débat. Et ma première question va aller à Doumé Verdogne, dans le cadre de l'arrivée aujourd'hui, freschi freschi, de deux revues de littérature que nous présentons en même temps. Et c'est l'occasion de remettre justement en perspective ces 20 années qui correspondent grosso modo, même si c'est un peu plus court, à la publication de Bonanno. Je rappelle que Bonanno est une revue de littérature corse et qui entre quelque part dans l'histoire aujourd'hui, puisqu'elle affiche la plus grande longévité, puisque nous en sommes au numéro 33. Hein. Donc, Doumé, par rapport... 97, oui. Donc ça fait bientôt 20 ans. Ça fait bientôt 20 ans. sur le temps, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas une question de compétition parce que les revues restent toutes importantes dans l'histoire de la littérature corse. Donc dans l'histoire de la littérature d'expression corse,
comment nous situons-nous aujourd'hui dans la mesure où on n'a jamais été autant prolixe, c'est-à-dire que, je l'ai rappelé ce matin lors de la présentation de la M3C, Emmanuel, pour ne prendre que cette référence-là, affichait dans les années 70 un bilan assez pauvre finalement de la production littéraire corse, et on se demandait à ce moment-là si cette expression avait quelque avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans le projet et voilà, par rapport à la présentation des deux revues, comment se situe-t-on par rapport à cette évolution et comment vois-tu l'avenir de la littérature d'expression corse, qu'on peut ouvrir ensuite à la littérature corse en général, si tant est qu'on arrive à la définir. Merci Alain de ce moment d'abord de débat autour de la langue et des langues et des littératures en devenir. Pour ce qui est un petit peu de resituer aussi le propos, moi je vais essayer sur la littérature de donner un point de vue concernant davantage, on va dire, le système que la production littéraire, parce que c'est vrai qu'on va vite sur le mot littérature, mais à travers une revue, ce qui m'intéresse aussi de démontrer, c'est qu'effectivement, entre celui qui écrit et celui qui lit, il y a évidemment toute une chaîne à organiser. Et les revues littéraires font partie, c'est un de ces maillons qui organise effectivement la production. Il y a d'un côté les productions littéraires et les écrivains sont là pour en témoigner. Et puis après, il y a effectivement ce réseau de diffusion qui est organisé. Et si aujourd'hui, des propos comme celui d'Emmanuel ou le tien, à un moment donné, veulent trouver un écho dans la population, ils doivent être relayés par, évidemment, des instruments. Parce que sinon, on est dans l'a priori, dans le constat on produit peu, on produit beaucoup, dans le jugement de valeur. C'est vrai qu'en matière de production, on produit beaucoup en langue corse, que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau théâtre, que ce soit au niveau littérature. Mais la musique, vous allumez votre radio et vous entendez ce qui est sorti sans avoir besoin forcément de vous déplacer. Et ensuite, vous vous déplacez pour acheter, pour télécharger la musique, le chant. La littérature, elle n'arrive pas chez vous. La littérature, à un moment donné, c'est très rare que vous allumiez votre radio, un petit peu plus aujourd'hui, ou la télé, ou que vous ouvriez le journal quotidien Corse Matin qui vous signale tel ou tel ouvrage. Et même quand c'est le cas, il faut quand même faire l'effort de lire la critique, etc. Donc, arriver à effectivement faire le lien entre celui qui écrit et celui qui lit, c'est quand même quelque chose qui est non seulement en devenir, mais surtout, je pense que ça demande une politique un peu volontariste. C'est quelque chose qui est à construire avec un ensemble d'acteurs. Ça demande des compétences évidemment en matière d'édition, en matière aussi de journalisme, parce que les journalistes spécialistes, un petit peu au moins de critiques littéraires, ça demande des réseaux de libraires, ça demande évidemment des réseaux de graphistes, des gens qui savent écrire le corse et le lire, parce que quand on met en page des textes avec des illustrations, avec effectivement un certain nombre de données, il faut quand même comprendre ce que l'on fait. Donc il y a un niveau de corsophonie nécessaire dans l'état de la langue. Je dirais que ça vérifie aussi l'état de la langue, ce type de production, et ça développe chez nous très modestement une industrie culturelle qui commence à être un petit peu conséquente, mais qui jusqu'à présent n'avait pas encore bien montré quel était son but et son objectif. Alors, à partir de Bonanno, c'est vrai que depuis 1997, on a fait le pari, qui est un pari aussi éditorial, et Guy Firologne en parlera certainement mieux que moi. D'abord du format, qui est un format un peu spécifique, plutôt esthétique. Ce parti pris peut-être un peu élitiste aussi, de faire une revue qui est à la fois une galerie, puisqu'on accueille des artistes qu'ils soient peintres ou qu'ils soient photographes, et l'association avec le texte. Et le texte entièrement en langue corse, ou alors par le biais de traduction pour d'autres langues, puisqu'on avait considéré que d'une langue minorée à l'autre, on pouvait passer par le biais des traductions par les langues de grande diffusion, et du coup essayer le corse à d'autres univers, et
de l'autre côté aussi, essayer évidemment les autres langues au Corse. Donc Bonanno, il a été fait effectivement à la fois pour montrer qu'on savait faire des belles choses. Voilà. Alors il a un aspect aujourd'hui un peu patrimonial parce qu'il est tout seul. Hein, donc c'est vrai aussi qu'il dure très bien depuis 97, mais il dure parce que les acteurs sont très impliqués, parce qu'il est soutenu par le centre culturel, parce qu'il est soutenu par les éditions Albiana, donc par un certain nombre d'acteurs institutionnels ou privés qui s'engagent, soutenus par des équipes qui s'investissent. Mais on sait à quel point, d'abord, s'il est unique et qu'ensuite il est soutenu par des politiques publiques, on sait à quel point il est précaire aussi. Donc le devenir des littératures, si on le regarde simplement à la lorgnette des revues, et Dieu sait si elles ont jalonné la littérature, évidemment, d'expression corse, en langue corse. Le numéro 32-33, le dernier numéro est un numéro qui est consacré à Oguator Deji. Et à travers, bien sûr, ce moment-là, un petit clin d'œil à Giacomo Zantuertini, à Saverio Baoli, Peagispra. Hein, donc, on sait bien l'importance qu'ont joué les revues, effectivement, dans la possibilité de diffusion. Première fois que moi j'ai lu de la littérature corse, c'était d'Henri Giraud. Hein, donc effectivement. Donc je pense qu'il y a un accès qui est facilité par la revue, mais en même temps, il y a aujourd'hui un constat qui effectivement laisse supposer que les difficultés sont loin d'être levées en matière de diffusion de littérature. Alors qu'il y ait beaucoup plus d'écrivains, certainement, qu'il y ait une grande production, certainement, mais en revanche, si je crois que l'écriture a été libérée, le champ de l'écriture a été libéré, en revanche, le champ de la réception de l'œuvre, pour l'instant, il reste quand même largement à construire. Ok. Donc on est bien face à une sorte de paradoxe aujourd'hui, 30 ans après, c'est-à-dire que les choses vont en s'enrichissant, on entre même dans une sorte d'abondance qui, pour une petite langue comme la nôtre, est quand même intéressant à observer. Moi, je voudrais aller vers Jacques Thiers maintenant, de façon à venir assez vite aussi vers Hans Goebbels. Et il y a des moments d'articulation comme ça. On vient de parler de la Cispra, qui est le premier moment d'une véritable déclaration et qui est peut-être celle qui est la plus intéressante historiquement dans la littérature et la langue corse aussi par rapport à cet usage. Mais moi, je pense que ces années 80 et cet appareil critique qui se forge à ce moment-là est une articulation importante avec l'Université de Corse. Donc j'aimerais que tu nous resitues un petit peu les choses du point de vue de la langue, et ensuite la littérature viendra s'enrichir par elle-même, par la langue, et ensuite on donnera la parole à Hans Goebbels pour nous dire comment on arrive à des conditions de reconnaissance qui dépassent même la Corse. Complicado, hein? Non, j'aimerais Il est difficile de faire un résumé qui soit un véritable résumé parce que, en même temps, c'est la porte ouverte à une véritable chronique de ces années-là. Je vais m'efforcer de ne pas la faire. Donc, année 82-83. Moi, je suis nommé à l'université. J'entre en fonction. J'ai été nommé avant, mais pour des raisons assez troubles, je n'interviens que beaucoup plus tard. Voilà. Il y a une rétention de ma nomination. On ne sait pas pourquoi exactement. Je vous le dirai tout à l'heure dans le couloir. Et lorsque j'entre en fonction, je suis tout de suite saisi de la nécessité que je ressens vraiment de manière très profonde et que j'entends dans la société, de développer à l'université une sorte de plateforme de reconnaissance du Corse. Pourquoi ? Parce que c'est une conviction chez moi et chez mes amis. Je songe par exemple à Giacomo Vusina, à Gian Giuseppe Ovran, qui est l'équipe de Rigi, et puis d'autres aussi. Mais voilà, Giacomo Vusina doit être à ce moment-là au rectorat, chargé, voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a une espèce de jeu, de complexité, de circonstances favorables à une sorte d'arrivée, d'affleurement, de reconnaissance du Corse. De surcroît, il y a ici assez d'acteurs sociaux
et politique qui, à l'époque, s'évertue dans la société à faire reconnaître cette langue. Et puis c'est une évidence par tout le monde que le corse est une langue. Oui, mais voilà. Dans les instances universitaires et académiques, c'est pas si évident que ça. Et en particulier chez les romanistes. Chez les romanistes, on a le sentiment du corse comme le corse est un dialecte de l'italien. Et longtemps après que, pour les Corses, le corse est une langue qu'il faut reconnaître, c'est une évidence dans les manifestations que vous organisez, c'est une évidence dans le peuple, et ça n'est pas une évidence pour l'université en tant que lieu de conservation. De conservatisme, pardon. Et je veux vous en donner une preuve. Ouvrez un atlas linguistique de l'époque, voyez quelles sont les zones linguistiques, les zones romanes. À la place du corse, vous trouvez le corse étiqueté comme, au mieux comme toscan de Corse, ou alors comme toscan. Cela veut dire qu'il y a un divorce énorme entre ce que pense le peuple corse, ce que pensent les universitaires corses, ce que pense toute une société et ce que se permet de penser une prétendue intelligentsia qui affiche des certitudes qui n'en sont pas. Il se trouve à ce moment-là, et je passe immédiatement à la chronique que tu évoques, il se trouve qu'à ce moment-là, je reçois une lettre d'Hans Goebel, je suis en rapport avec Heinz Kloss, puisque nous, avec la sociolinguistique émergente, nous essayons de diffuser les concepts et les théories les plus avancées, celles qui nous permettent de rendre compte de la diversité du corse sans avoir besoin de normativité, etc. Enfin, tout ce que vous savez. Et Heinz Kloss, lui, développe l'élaboration, le concept de Hausbau, concept d'élaboration linguistique qui n'est pas du tout connu en France, que moi j'ai la chance de connaître par le biais d'une assistante de Gaetano Beruto de Zurich qui est en cours, qui est dans mon cours et qui me fait connaître cela. Angela Maria Garbuccia, qui est notre élève vénérable, traduit de l'allemand les meilleures pages de Heinz Kloss. Et voilà comment on diffuse la chose avec beaucoup de maladresse, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Et un jour, je reçois une lettre de Hans Goebel qui me dit qu'il va passer quelques jours en Corse. Nous sommes à ce moment-là en 84, si je ne m'abuse, 83, en 83, un an après. Il dit, voilà, je viens pour Santaoni Hall, je vais passer quelques jours, j'aimerais bien vous rencontrer parce que je voudrais vous rencontrer. Je le rencontre, il m'envoie une documentation, etc. Pas longtemps, quelques heures, on s'est croisés à Casamaccio, dans la foule, entre les paniers, voilà. Et puis on a entretenu une correspondance nourrie pendant longtemps. Et un jour m'arrive une conférence en allemand, Heure et malheur d'une langue nouveau-née, le corse. D'une langue nouveau-née, le corse. Et voilà. Et alors je découvre cette conférence en allemand. Donc je la fais traduire par notre collègue Françoise Lorenzi, avec la complicité d'Hélène Bonerandi que je vois là. Enfin bref, j'active mon réseau. Et très rapidement, on découvre ce dialectologue, ce maître dialectologue Bontin, qui n'est pas comme les autres dialectologues, qui est un romaniste de qualité, mais qui n'est absolument pas conservateur, et qui, lui, non seulement reconnaît le corse comme une langue, mais s'efforce, dès le congrès des romanistes suivant, je ne me rappelle plus à quelle date, mais il nous le dira, et qui dit, en gros, la reconnaissance du corse et ce qui se passe à Corté est remarquable. Alors, vous connaissez notre vanité, évidemment. Nous cédons à cette chose-là. Nous prenons contact avec, à nouveau
avec Hans Goebbels. Žarko Muljačić se met sur les rangs à partir de l'université de Francfort. Entre-temps, on a pris contact avec Jean-Baptiste Marcellus. Bref, vous avez compris que c'est constitué un front de reconnaissance de la langue corse. Oui, l'appareil critique donc est en route et on peut demander à Hans justement par rapport à ce nouveau-né comment il réagit à tout ce propos. Oui, voilà. Quelques 30 ans après. Oui, oui. Alors écoutez, alors tout d'abord, il faudrait dire qu'un romaniste tel que moi, qui n'est pas de culture romane, c'est donc un observateur de l'étranger qui regarde donc ce qui se passe à l'intérieur donc des pays romans de dehors. Et c'est donc une perspective de distanciation, de distance, malgré bien sûr l'empathie personnelle qu'on a pour tout ce qu'on observe. Et en plus, ce qui s'instaure automatiquement, c'est le comparatisme, on compare. Les petites langues romanes sont relativement nombreuses. Au moment où je suis allé la première fois en Corse, avec l'objectif d'en étudier donc la situation sur les lieux, je connaissais déjà très bien d'autres langues romanes plus ou moins petites, parmi lesquelles l'occitan, le catalan, le romanche en Suisse, le ladin dans le Tyrol du Sud, le friolan. Et donc j'avais certaines idées établies en ce qui concerne la vie d'une langue mineure, soi-disant mineure. Et en plus, ce que je savais également relativement bien, et Jacques m'a déjà fait allusion à tout ceci, c'est une espèce de, comment dirais-je, réticence académique par rapport à ces petites langues. Cette réticence académique était dans le temps moins forte dans les pays et dans les universités germaniques que par exemple en ce qui concerne donc le corse, le friolan, le ladin, le romanche dans les universités italiennes. Donc j'ai compris qu'avec une certaine, comment dirais-je, proximité culturelle, il y a apparemment certaines distorsions dans l'observation ou bien certaines restrictions, disons plutôt comme ça, restrictions dans l'observation. Et c'était le cas par exemple pour le romanche, le ladin, le friolan depuis le 19e siècle. Je dis bien 19e siècle, non pas 20e, mais 19e siècle. Puisque certains intellectuels, aussi en dehors de l'université, considéraient donc ces gens-là comme des frères. Très souvent, ça a été fait avec des termes très anthropologiques, donc, des frères, des frères de Rome, des frères de la latinité de Rome, qu'il faudrait incorporer donc dans un état futur sous le signe de la romanité. Et en plus, il y avait dans le temps-là l'équation absolue, romanité égale italianité. Voilà, c'est tout. Et tout ceci a été adopté petit à petit donc dans différents milieux universitaires. Et c'est de là que sont nées des idéologies qui très souvent avaient vraiment de graves défauts, pourrait-on dire, scientifiques quand on y regardait de près. Ceci n'est d'ailleurs pas une particularité dans ce cas-là donc du monde italien. On l'a pu constater aussi dans d'autres constellations, dans les constellations germaniques où par exemple certaines distanciations linguistiques historiquement intervenues ont été mal considérées par les professeurs universitaires. Ceci regarde par exemple le luxembourgeois. Je fais encore la connaissance de pas mal de germanistes qui se sont donc opposés énergiquement à ce qui se passait au Luxembourg et bien sûr aussi dans le monde slave. Il y avait par exemple à la fin du 19e siècle un brillant linguiste polonais avec un nom français, Baudouin de Courtenay, mais il était de souche polonaise à 100%, qui s'est chamaillé énergiquement avec ses collègues
slavisants de culture et de langue slave sur la position du Kachoub. C'est un petit peuple pas loin de Tansik qui a été revendiqué par les Polonais comme appartenant donc à la substance linguistique polonaise, alors que les gens sur les lieux étaient fermement opposés. Alors donc, ce que j'ai pu donc constater en arrivant en Corse au début des années 80, c'était des différences de vie, des différences de conditions extérieures, des différences surtout sur le plan de ce qu'on appelle l'épilinguisme. Enfin, j'ai appris pour la première fois ce beau mot ici en Corse, l'épilinguisme. Alors nous, on aurait dit plutôt métalinguisme, mais comme ça, épilinguisme, c'est également très beau. Une chose d'ailleurs qui m'a fait beaucoup plaisir donc, en conversant durant cette semaine, mois de juillet 83, avec donc, mes partenaires corses, c'est de constater qu'ils étaient pratiquement complètement libres d'une espèce d'entrave intellectuelle qui pesait lourdement sur d'autres minorités que je connaissais, à savoir donc l'existence soi-disant objective d'une langue, ou l'essence soi-disant objective d'une langue, et ce qui en pouvait dériver sur le plan de la vie sociale. Donc, très souvent, les Ladins ont dû, les Ladins dans le Tyrol du Sud, en Italie, ont dû lutter contre la logique suivante. Alors, on leur a dit, de la part des autorités, votre substance linguistique est indéniablement latine, si bien que vous devez vivre comme les autres ladins. Donc on leur a imposé en quelque sorte la conscience métalinguistique, aussi leur conscience civique par les lois de, si vous voulez bien, la grammaire ladine ou les lois de l'évolution historique du latin. Alors donc en Corse, j'ai pu constater que d'un côté, les intellectuels corses, de l'autre côté aussi, très vraisemblablement, les lecteurs des ouvrages de ces intellectuels, des auteurs, avaient un comportement beaucoup plus libre, beaucoup plus courageux par rapport à cette relation entre donc, les locuteurs et leur langue. Et c'était une chose, enfin, dans mon sentiment, dans mon fort intérieur, absolument positive. Et en plus, il avait un autre domaine qui m'a beaucoup impressionné, c'est la conception de la polynomie, de la langue polynomique. Alors, chez vous, c'est le fameux contraste entre cavadou et cavallu et tout ceci, donc vous connaissez ça très bien. J'ai pu constater que beaucoup de langues mineures ont une conception normative d'elles-mêmes qui ressemble très près à la conception normative, pourrait-on dire, de l'Académie française ou de l'Académie de la Crusca, donc à de grandes langues qui, depuis longtemps, ont utilisé un système absolument monocéphalique, un système normatif absolument monocéphalique, et qui ont tout fait pour mettre en place donc une normativité monocéphale, très semblable d'ailleurs, c'est également une chose qu'on constate plus facilement de l'extérieur que de l'intérieur, très semblable en ceci à l'Église catholique. Donc il y a vraiment un pape, un pape suprême. Quand il y en a deux papes, c'est un schisme, c'est absolument négatif. Et dans l'histoire, il y avait des moments très négatifs puisqu'il avait une double papauté, même trois papes à côté. Et ces minorités en souffraient. Alors, par exemple, les Latins et Dolomites, qui sont une population qui vit sur une superficie très restreinte, 1000 km² à peu près, c'est très petit. Il y a 5 vallées qui se partagent le terrain. Et ces gens-là, mais évidemment là, il faut ajouter, il s'agit de régions alpines où l'esprit du campanélisme est très, très, très développé. Alors ces gens-là se sont toujours chamaillés autour d'une norme commune. Et ils avaient 2 ou 3 fois de suite, et la même chose est également arrivée dans les Grisons chez les Romanches, échoué en créant une norme commune.
il voulait toujours à tout prix créer une norme, et comme tout ceci était impossible, donc c'était l'échec complet. Il ne leur est pas venu dans la tête de créer, mettre sur pied un système polynémique. C'eût été beaucoup plus efficace et beaucoup plus, comment dirais-je, récréatif pour leur identité linguistique collective et aussi pour la création d'une situation d'altérité bien réglée par rapport à leur entourage étatique majeur. Merci, merci, parce que c'est vraiment le témoignage qu'on attendait. A priori, en Corse, on a su mettre l'appareil normatif qui convenait dans la mesure où il n'y a pas eu de mimétisme avec les grandes langues académiques monocéphales, comme tu les appelles, et que ça a peut-être donné un élan particulier que tu constates aujourd'hui avec des effets positifs, même si, comme l'a souligné Dominique Verdoni tout à l'heure, on est encore dans un long chantier. C'est une articulation qui peut être intéressante pour recentrer le débat sur les conditions d'un devenir, justement. Et j'aimerais que Jacques Fouzine prenne la parole maintenant pour faire avancer la perspective aujourd'hui, puisqu'il a vécu les choses et du côté de l'institution et du côté des écrivains, des créateurs et du côté des universitaires, pour nous dire un petit peu si ces conditions de devenir aujourd'hui, elles sont toujours là dans la perspective. Merci. Il me semble que nous vulgarisons ici, nous essayons de vulgariser. Si nous restons trop dans le jargon universitaire, le public risque d'être un peu perdu. Ce qu'ont dit Jacques Thiers et Hans Goebel à l'instant montre bien comment une sorte de cristallisation s'est faite entre deux grandes sections, disons, linguistiques, la dialectologie d'une part, et ce qui deviendra ensuite la sociolinguistique. Et on s'est aperçu qu'il y a eu rapprochement de l'une vers l'autre, presque miraculeusement, dans la mesure où, malgré tout, pour beaucoup de dialectologues encore aujourd'hui, ce rapprochement ne s'est pas fait si facilement que ça. Enfin, disons que le fait que nous ayons été une université toute neuve, avec une équipe de gens à la fois engagés, militants et compétents pour le faire, a fait que cette chose a pu se passer ici et d'une manière relativement facile. Mais il faut savoir que, d'abord, les enthousiasmes, après coup, on peut les avoir, mais sur le moment, ça n'a pas toujours été si facile que ça. Hein. Je me souviens qu'on a eu... c'est vrai que Jacques a dit tout à l'heure que les Occitans, qui étaient nos amis, Robert Laffont ou Henri Jourdan, même dans les débuts des années 80, ils disaient le dialecte, et ils ne disaient pas langue, et en plus, ils considéraient que c'était tout de même un toscan. Hein. Pourtant, c'est des gens intelligents, capables, qui avaient l'expérience de l'Occitanie et qui avaient des places de professeurs de faculté depuis longtemps, etc. Donc, ils avaient la compétence reconnue du moment. Mais les choses ne sont pas passées tout à fait de la même manière. Alors moi, j'avais à ce moment-là une autre vision, dans la mesure où je représentais, comme disait Alain, l'administration, puisque j'ai été nommé en 81... dans la rentrée 81-82, coordonnateur des enseignements du Corse, de la maternelle à l'université, disait-on, à l'époque. Alors, l'autre jour, quelqu'un qui tient un forum qui s'appelle Biazzetta disait, parce qu'il est lui-même, je crois, professeur de Corse ou documentaliste, disait j'ai été troublé parce qu'un certain nombre de mes élèves me disent « Mais pourquoi vous enseignez le Corse? À quoi il sert ?» etc. etc. C'était Pedro Bach de Casabianca. Je lui ai répondu « J'ai connu ça aussi parce que quand j'avais pris mon bâton de pèlerin et que j'allais voir chaque chef d'établissement pour essayer de le convaincre qu'il y avait des postes possibles spécialisés de Corse, etc., en général, je n'étais pas accueilli à bras ouverts. Je l'étais parce que je représentais le recteur, et donc le recteur était une espèce de supérieur hiérarchique pour eux, et donc ils étaient forcés de dire oui.
Mais enfin, il le disait vraiment du bout des lèvres, et toujours il fallait leur présenter une espèce de compensation en disant vous allez avoir des heures supplémentaires, hein, donc qui vous serviront éventuellement. Enfin bref, je tenais tout un discours un peu de VRP qui était un peu décevant par moments. Mais cette question-là était déjà présente et elle n'est pas totalement liquidée. Alors, je disais, peristra conchasom. À la longue, c'est vrai qu'aujourd'hui, 30 ans après, nous apercevons qu'un certain nombre de progrès énormes ont été faits dans cette disons, acceptation, dans cette appréhension de la question de la langue comme langue à part entière. Mais, puisqu'on a parlé en dernier de la, comment on appelle ça chez Marchais-Lès, la polynomie, eh bien la polynomie, c'est vrai qu'elle pose quand même encore toujours d'abord, elle pose un problème, même par rapport aux autres langues régionales, parce que les autres langues régionales ne l'ont pas utilisée du tout. Ni les Bretons, ni les Catalans, ni les Basques, ni les Occitans. Alors, ils sont toujours étonnés qu'on ait pu mettre au point cette chose-là. Ce qu'Hans Gebel a dit, et lui-même a trouvé que c'était admirable. Et c'est vrai que c'était admirable. Ailleurs, ils ont essayé de former une norme à partir d'un de leurs dialectes, entre guillemets. Par exemple, les Occitans ont choisi le languedocien montpelliérain, en gros, pour être... Mais ça grince quand même parfois, hein, même du côté de l'ouest de l'Occitanie, du côté de l'est avec le Nissar, etc. Et même les Provençaux de Marseille ne sont pas d'accord avec ce principe-là. Donc vous voyez bien que c'est vrai que c'est pas facile. Et nous avons eu cette tentation au XIXe siècle, hein, puisqu'on voulait aussi créer une sorte de langue qui aurait en quelque sorte satisfait tout le monde et qui nous aurait débarrassé du pluriel en A des porte-vecchiers, comme on disait à l'époque. Alors bon, c'était la Florence de la Corse avec Arrigue, etc., autour de Vico, etc., qui était évidemment considérés comme ceux qui avaient le plus fait de progrès dans le domaine de la langue. Et eux pensaient qu'en choisissant ce dialecte-là, eh bien, on aurait arrangé à peu près tout le monde, puisqu'il est à cheval un peu sur la partie sud et la partie nord. Et bon, bref. Et puis Porto-Vecchio était toujours gênant, hein, trop archaïque, enfin bref. On a fait du chemin depuis Emanueli. Hein. Je l'avais cité moi-même dans un article, ce Emanueli, justement, qui était un historien intéressant, un magistrat de formation, et qui avait une vision, d'ailleurs, les magistrats ou les gens de droit s'occupent très souvent de la culture. Jean Hain, là, par exemple, qui est très intéressé. C'est vrai que lui, c'était pareil. Il s'intéressait beaucoup à la culture et à l'histoire de la Corse. Et il avait d'ailleurs une vision. Il est mort très jeune, ce Emanueli, mais il est encore reconnu, même parmi les historiens de formation, comme quelqu'un qui avait une vision très juste. Or, en ce qui concerne la littérature, il s'était complètement gouré, parce qu'il considérait que, à la fin des années 70, la littérature corse pataugeait. On n'arrivait pas à tirer son épingle du jeu. Or, je disais dans cet article où j'avais repris ce point de départ-là que les choses avaient bien changé, même 10 ans après cet article-là, eh bien, il y avait beaucoup de progrès qui s'étaient faits. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Je crois que si on regarde sur 30 ans, il y a quand même un paysage qui a quand même fondamentalement bougé, et dans la pratique et dans l'acceptation, autant que dans la théorie. Évidemment, la théorie, elle a fait beaucoup de progrès, mais même à l'université, moi je me suis rendu compte rapidement que si on continuait à ne faire que des recherches, disons, fondées sur la langue uniquement et sur le fonctionnement de la langue, on tournait vite en rond. Il y a eu quelques thèses qui ont été très bonnes là-dessus, mais après, on ne peut pas refaire toujours les mêmes thèses, donc il faut changer les choses. Et je me rendais compte même que les étudiants chez nous avaient ce genre de problème-là, à se positionner, comment, etc. Et c'est pour ça que j'ai eu, dans les années 90, cette fois, eu l'intuition de créer le département des sciences de l'éducation, parce qu'il me semblait qu'avec le département des sciences de l'éducation, je réussissais à la fois à travailler dans le domaine de la langue et de la littérature, surtout de la langue, en l'occurrence, mais je ne la coupais pas par des questions de pédagogie, des questions de didactique des langues, etc., des choses comme ça qu'on traite en sciences d'éducation. Il n'y avait pas d'ailleurs de département de sciences d'éducation ici, donc il a fallu créer de toutes pièces, et j'ai été aidé beaucoup à ce moment-là par mon collègue lyonnais, Mérieux, bien sûr, que tout le monde connaît, Philippe Mérieux, et qui nous a donné un drôle de coup de main, et nous avons créé ça. Et on a vu à ce moment-là une chose étrange,
ce département de sciences d'éducation a eu beaucoup de monde qui est venu, parce que dans les sciences d'éducation, c'est une section un peu composite dans laquelle il y a aussi bien de la langue que de la philosophie, que de la psychologie, etc., et que de la pédagogie, histoire de l'éducation, etc. Donc il y a beaucoup de choses, et beaucoup de nos collègues se sont impliqués là-dedans, et on a vu surtout dans le public se profiler une sorte de changement auquel moi je n'avais pas cru au départ. Parce que je m'étais rendu compte dans le fameux pèlerinage dont je parlais au début que le monde étudiant de l'université et le monde enseignant de la Corse étaient en parfait clivage. On se méfiait en tant qu'enseignant de l'université. On disait oui, mais ça c'est une université bizarre, née comme ça, elle était toute jeune évidemment. Et il y avait des choses qui se passaient qui n'acceptaient pas très bien. Et il me semblait qu'en créant ce département de sciences de l'éducation, je réussissais à refaire un peu comme Montez avait réussi à le faire à sa création après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, j'ai réussi à regrouper, et ça, je crois que ça a été une grande réussite, dans la mesure où beaucoup d'enseignants sont venus. À un moment donné, tous les inspecteurs d'éducation nationale étaient passés sous nos bancs. Hein. Donc, ça veut dire que quelque chose avait pris, et véritablement, aujourd'hui, eh bien, ça ne fait plus aucun problème, hein, bien entendu. Mais ça aussi, il faut le mettre. Ce n'est pas seulement des histoires individuelles, c'est un ensemble qui s'est fait une espèce de cristallisation générale, et je crois que ça a marché. On peut dire qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de ce point de vue-là, tout en reprenant ce que disait Dominique d'entrée, c'est que ce n'est pas gagné, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment si on parle de littérature, du lectorat, tout à l'heure on en parlera. On va continuer. Merci Oya pour cette encore remise en perspective, pour ces études corses qui finalement essaiment et vont chercher sur d'autres domaines et qui viennent encore s'enrichir de cette expérience. On a évoqué un modèle qui assume sa minorité, qui assume sa diversité, et cette absence de mimétisme-là est important. Ça crée à la fois du critique et de la modélisation. Bien entendu, nous sommes aujourd'hui dans le constat de forme d'aboutissement par la production, et Guy Firoloni, il y a un credo au départ, toujours dans cette mise en perspective, puisque parmi d'autres, mais on peut te tenir quand même pour un éditeur pionnier, dans la mesure où c'est une rencontre à partir d'une petite maison d'édition qui s'appelle Albiana à l'époque, qui est le vieux nom antique de la ville de Lévis. Il y a une rencontre avec Jacques Thiers et un discours sur la langue. Cet appareil critique, à un moment donné, ce discours nouveau sur la langue, il te marque et il amène à un credo. Et là démarre aussi toute l'aventure au sens propre du terme, d'une maison d'édition comme Albiane. Est-ce que tu peux nous dire 30 ans après comment tu vois les choses, et en termes de perspective du passé, et en termes de perspective, comme tu veux, économique, mais c'est l'éditeur aussi qui nous intéresse ici dans cette table ronde. Ensuite, on passera au public pour un échange. Hein. Tu as tout dit, hein, je ne peux rien dire, tu as tout dit. Oui, effectivement. Nous, on a commencé avec un ouvrage que l'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle Le Montez. Hein. On a commencé avec ça, avec une compétence et un savoir excessivement limité, voire inexistant. Et ha detto quello come lo diceva Giacomo prima, insomma, si è fatto un viaggio, si è conciata. Et je crois que l'histoire commence comme ça, hein, comme une espèce de prise de conscience, une espèce de nécessité de se situer dans un mouvement dont les contours à l'époque ne sont pas très bien définis, mais de la nécessité de faire quelque chose. Donc ça a été un petit peu le commencement des choses. Ensuite, le traitement que l'on faisait au savoir d'une manière générale, mais plus particulièrement tout ce qui concernait la langue à ce moment-là, était un traitement qui était politiquement parlant tout à fait insatisfaisant, voire même assez dramatique. Il y a ici, je vois arriver Pedro Mar, par exemple, ici, fait partie de ces gens qui, très tôt, ont agi dans ce domaine-là. Donc la prise de conscience au départ et l'engagement et la volonté ensuite de faire en sorte que Albiana devienne le support, un parmi d'autres, mais le support concernant tout ce qui est du domaine de la créativité, en particulier en langue corse,
Donc ce moment-là, l'approche est à mes yeux fondamentalement politique. Il est clair que l'action que nous menons depuis 30 ans est fondamentalement politique. On ne peut pas comprendre l'ensemble des choses que nous avons tenté de faire si cet élément fondamental n'est pas pris en compte. Tout simplement parce que il fallait rentrer dans ce moment-là dans une phase qui était, à mon avis, une phase de résistance, et créer les supports nécessaires pour que toute la créativité que portait ce pays, et elle le manifestait de différentes façons, puisse trouver justement ces outils sarnésiens dont on parlait tout à l'heure, capables d'aider à ce projet-là. Et il est clair qu'à ce moment-là, le travail que nous avons fait avec Jacques est un travail qu'on a voulu très tôt, au long cours, qu'on a voulu pérenniser très tôt, parce que on voulait immédiatement, et ça a été la ligne de conduite en particulier d'Albiane, on voulait immédiatement sortir du cadre velléitaire dans lequel beaucoup de gens s'exprimaient à ce moment-là. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc on voulait créer des structures qui soient véritablement pérennes, de manière à construire un projet. Il n'y a rien de pire que être dans le domaine de la tentative et dans l'autosatisfaction qui permet de dire le lendemain, j'ai fait quelque chose la veille. Le projet, c'était véritablement de créer quelque chose qui permettait de mettre en place un outil ayant pour projet de vivre longtemps. C'est pour cette raison qu'à un moment relativement vite, à la fin des années 80, je dirais, est venue la nécessité et l'envie de se professionnaliser. C'est-à-dire, on ne peut pas... il faut sortir du cadre associatif, du cadre Simami Givemogalkoz, Chidini Mugar et d'autres. Le projet pour moi, c'était de dire, tentons de créer de manière structurée une maison d'édition qui aborde la totalité des questions liées à cela et tentons de faire en sorte que ça dure. Parce que mon obsession a toujours été celle-là, durer. Durer parce que une œuvre ne se construit que avec le temps. Et c'est ainsi que nous avons continué et nous avons créé des passerelles et des collaborations qui, j'ai la faiblesse de le penser, ont été fructueuses. La naissance de Bonanno, par exemple, dans une phase où nous étions, nous, beaucoup plus professionnels qu'au début. La naissance de Bonanno entre l'association de soutien au CCU et Albiane a permis de créer un espace très important. On ne dira jamais assez, me semble-t-il. De temps en temps, moi, je m'amuse à regarder ce qu'est Bonanno depuis le début. On s'aperçoit que dans ces différentes rubriques, c'est quelque chose de déterminant. C'est ce fil de l'histoire de ces 20 dernières années qui nous montre l'importance des choses. Donc, l'obsession, c'était celle-là, de créer une structure capable de se situer dans le temps et d'accueillir et susciter aussi. Il ne peut pas y avoir de création comme ça s'il n'y a pas de support. La mise en place d'un support permet de faire un certain nombre de choses. Et en même temps, provoque, de la part des créateurs, de la part des auteurs, provoque aussi cette envie d'écrire et une production lyrique. Donc c'est comment dirais-je, c'est quelque chose qui comporte une double entrée, en quelque sorte. Mais encore une fois, j'insiste sur l'aspect fondamentalement politique de la démarche. Je me situe complètement dans ce domaine-là. Je serais, au bout de 30 ans, si j'analyse les choses, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Jacques Fouzine a évoqué à l'instant certaines avancées, certains progrès déterminants qui ont été faits. Moi, je voudrais reprendre l'exemple d'un livre de Jacques Fouzine par rapport à la manière dont l'environnement s'est organisé et comment le public, d'une manière générale, a aussi évolué. Dans tout ça, il y a du bon et du mauvais. Lorsque nous avons publié un livre qui est chez Albiane emblématique, parce que ça a été le premier livre en langue corse, véritablement c'est celui de Jacques, qui est Zete Yapel, je me rappelle, autour de cet ouvrage, d'un réel engouement, un engouement très profond. Engouement, tout simple, et je suis à peu près convaincu que
Les 3/4 des gens qui ont acheté cet ouvrage ne l'ont pas lu. Mais acquérir l'ouvrage de Jacques Fouzine, qui était un poète, un écrivain, un parolier aussi à l'époque, hein, qui avait fait un travail assez important, acquérir ça, mettre ça dans sa bibliothèque, c'était un acte politique majeur. C'était, comment dirais-je, on en était à l'acte d'appartenance à quelque chose, je crois. Hein. Je crois que les gens s'emparaient du travail de Jacques, même s'il devait rester exclusivement dans la bibliothèque. Et de ce point de vue, d'un point de vue social, ça me paraît être quelque chose de très important. Mais on était dans un mouvement où ce pays se cherchait, hein, et politiquement d'ailleurs, hein, c'était un moment d'effervescence très importante, mais il y avait donc la dimension culturelle avait une force symbolique absolument extraordinaire. Enfin, je renvoie à chacun, à ceux qui ont vécu cette période-là, je le renvoie à leur souvenir. Et nous avons construit un certain nombre de choses à partir de ce sentiment, hein, à partir de ce mouvement, à partir de ce vécu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. J'ai un gros reproche à faire à l'institution d'une manière générale, qui n'a pas su, me semble-t-il, traduire l'institution, je parle l'institution enseignante, malgré les 120 ou 130 postes de capétiens, je trouve que ces médecins aux pieds nus de la langue, hein, n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer, parce qu'aujourd'hui, si on s'en tient à des éléments purement statistiques, c'est-à-dire au taux de consommation d'un ouvrage en langue corse qu'il paraît, quand je parle aux institutions, je pense aussi aux médias et à un certain nombre de choses comme ça. Personne ne s'est véritablement emparé de manière collective et forte de ce que représente à travers les écrivains la langue. Pour moi, dans ce domaine-là, et je vous dis encore une fois, si j'en reviens au taux de consommation des productions en langue corse, qui sont terriblement basses, sauf aux effets de mode ou bien, comment dirais-je, au snobisme du moment, hein, sous telle ou telle parution, sous tel ou tel élément. Je suis un petit peu sévère là-dessus, mais je le dis parce que pour moi c'est fondamental. Hein. Si la société ne s'empare pas de manière significative et à travers ces médias ou ces intermédiaires de ce que représente la langue, à mon avis, on va à la catastrophe. Et là, de ce point de vue, le travail, me semble-t-il, reste à faire. Tout à l'heure, Doumet le précisait, hein, toutes les insuffisances et tout que l'on constate aujourd'hui. Moi, je dis, on ne peut plus se satisfaire de faux semblants, d'atermoiements ou autres. Il faut passer du stade du discours consensuel au demeurant. Hein. Aujourd'hui, ceux qui hier vous disaient que la langue n'existait pas, aujourd'hui ont ce mot-là à la bouche en permanence, et je m'en félicite pour ma part. Mais je dis que, attention, faisons très attention. Si on voit par exemple la faillite de pas mal d'écoles bilingues, prétendument efficaces, et où on voit que les choses n'avancent pas, je dis que la place de la langue dans les sociétés aujourd'hui est affirmée à plus d'un titre, là où je suis placé. Hein. Et quelque part, il me semble avoir un rôle aussi d'observateur dans ce domaine-là. Il me semble que le chantier s'ouvre. Tu disais tout à l'heure que le chantier était en cours. À mon avis, dans ce domaine-là, le chantier est à réouvrir à plus d'un titre. Merci Guy d'avoir resitué le débat dans une note, bien entendu, beaucoup moins optimiste. On n'était pas là pour faire, bien entendu, un satisfecit BA de la situation, mais je pense qu'on a bien posé à cette heure, puisqu'on a pratiquement débattu, posé le débat sur une heure, sur les conditions de la langue corse et les conditions d'un devenir. Merci d'avoir rappelé le politique, merci d'avoir rappelé toute la dimension d'une professionnalisation. Et bien entendu, ce problème de vie, de fréquentation, de consommation culturelle de la langue, qui peut donner, par rapport à cette évidence de la production, un miroir aux alouettes quand même. Hein. Alors, je vais donner la parole au public, parce que quand même, c'est important à ce moment de la... si c'est un étudiant qui commence, c'est aussi bien. Mais en tout cas, la parole est à vous maintenant pour revenir sur les propos. Je vous demanderai d'identifier un petit peu la personne qui est l'objet de votre question. On va traditionnellement ouvrir le débat avec vous. Bonsoir. Malheureusement, je ne suis pas un étudiant parce que les études m'ont poursuivi. Mais j'aurais préféré, bien évidemment, que ce soit un étudiant. Mais je voudrais essayer de vous poser une question, à savoir, M. Di Meglio, vous avez dit
vous avez prononcé le mot devenir, avenir. Est-ce que la langue corse a un avenir? Pour autant, est-ce que y a-t-il un présent? Est-ce que la langue corse est-elle présente? Car certains disent, ben, la langue corse fait de la résistance. Alors, pouvez-nous confirmer ou alors infirmer, savoir si la langue corse va de l'avant ou alors s'il est en perte de vitesse, ou si elle fait de la résistance? Alors, qui veut répondre? Giacomo Thiers. Écoutez, moi, je me sens par la question de monsieur dont je salue l'assiduité depuis des années, je me sens tenu de répondre, bien que ma mission au Centre culturel se soit arrêtée il y a quelques jours. Et il me semble que la question était adressée à monsieur Dimé. C'est le bon interlocuteur. Mais voyons, je répondrai quand même à votre question, au-delà de la plaisanterie. Je crois que nous ne pouvons pas répondre objectivement et de manière pérenne à votre question. Nous pouvons y répondre par des convictions personnelles. Nous pouvons y répondre par l'observation et le décompte des avancées qui ne sont pas négligeables, qui ont été produites dans la société corse. On veut quand même rappeler que 30 ans, ça n'est rien dans l'histoire d'un peuple. Et que dans ces 30 années écoulées, on a vu, d'une part, un début qui était la négation de la langue, ou tout au moins la non-reconnaissance de la langue. On a évoqué tout à l'heure la reconnaissance de la langue par l'autorité universitaire, par l'autorité académique au sens le plus universitaire du terme. Et puis on a vu la lente évolution dans la société, dans les corps intermédiaires et dans le corps social, en particulier représenté à l'Assemblée de Corse. Je rappelle quand même qu'il y a eu en mai 2013 un vote pour la co-officialité et que ce vote pour la co-officialité, il ne faudrait pas le réduire à une sorte d'insignifiance. C'est un événement majeur. Il appartient maintenant aux différentes parties, aux différentes composantes du peuple corse de donner corps à ce désir de co-officialité. Et d'abord, ce désir de co-officialité doit aboutir à la reconnaissance dans la loi de la co-officialité. Ça, c'est un élément. Il ne suffit pas. Il y faut aussi l'adhésion des personnes. C'est très important. La consommation littéraire, de la littérature qu'évoquait donc Alain Di Meglio, Dominique Verdoni, Giacomo Fusina et qu'espérait Guy Firoloni. Mais la consommation des livres, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux corsophones à venir, certes, mais aux corsophones présents. Est-ce qu'on a songé que les lecteurs les moins corsophones aujourd'hui sont les corsophones les plus actifs du point de vue de la compétence orale? Est-ce qu'on a songé que ceux qui lisent le plus, c'est ceux qui parlent le moins? Ce sont quand même des éléments importants qui doivent guider à la fois notre réflexion et les efforts de ceux qui, dans la société, ont l'intention de créer quoi? De créer une compétence en langue corse. Ce n'est pas autre chose que ça. Mais une compétence qui n'est plus la compétence dialectophone. Il ne s'agit pas de parler uniquement dans sa famille. Il s'agit de dépasser ce que l'on appelle la diglossie. C'est ça, il y a des verrous qui sont présents. Il y a des verrous qui empêchent les gens de parler, de lire, de comprendre davantage ce qui est dit et de s'avancer encore dans la corsophonie. Je suis persuadé que si
si on faisait une petite enquête un peu discrète ici, parmi les gens qui sont venus intéressés à cette rencontre, je suis certain que beaucoup nous diraient « Moi, j'ai une compétence de corsophonie, mais je n'ose pas parler. J'ai des livres, mais bon, je ne sais pas, je ne lis pas aussi facilement. » Est-ce qu'on peut imaginer que des militants corsophones, depuis longtemps, des militants de la corsophonie, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils peinent eux aussi à lire le corse? Il faut bien le reconnaître. Les langues que l'on apprend tôt sont les langues que l'on possède souvent de manière beaucoup plus large, peut-être pas de manière plus aisée. Donc il y a des progrès à faire, des progrès qui sont partout. Et tout à l'heure, je vous raconterai une anecdote dans le couloir, pour ne pas allonger, pour vous dire comment moi j'ai découvert le corse parlé, le corse lu, le corse enseigné. Merci Oya. On va essayer de faire tourner un petit peu la parole. Qui demande la parole pour une remarque qu'on espère toujours concise, de façon à ce que chacun puisse intervenir? Pardon, Christophe Moretti. Oui, bonjour. J'entendais tout à l'heure parler de l'accès, par exemple, à la musique qui arrive à la maison chez soi. Et ce n'était pas encore le cas de la littérature. Il se trouve que de plus en plus, ça le devient. Et je me pose la question de savoir s'il vous semble qu'on va pouvoir démocratiser justement l'accès à cette littérature corse en utilisant les nouvelles technologies, le livre numérique, etc. Doumé, peut-être? Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, c'est vrai aussi que l'accès à la lecture, de toute façon, on facilite. Mais je crois que la littérature, elle a besoin d'être accompagnée. Bon, en même temps, bon, la chanson, si tu la captes pas tout de suite, elle meurt. La littérature, elle a le temps d'attendre. Hein. Si tu lis pas Bonanno aujourd'hui, si à la faveur d'une bonne conservation dans un siècle, la revue existe toujours, tu pourras la lire. Donc c'est la force en même temps de résistance de la littérature, et c'est pas pour rien que je pense que tous les discours qu'on tient aujourd'hui, il faut espérer que dans 50 ans, on n'aura rien retenu. En revanche, la littérature, elle va rester. On va se souvenir, je pense, et des romans, et des poésies, et du théâtre. Je crois que ça, au-delà de tous nos discours, ça va rester. Donc après, c'est comment on organise effectivement cette lecture-là, comment on organise... moi, je pense par exemple à l'expérience qu'on a eue sur les textes Paix Village Troc, les textes de Bénigne, où on a joint des CD, hein, effectivement, pour qu'il y ait cette mise en oreille de la langue à travers la lecture pour les enfants, mais ça pourrait se développer sous d'autres formes. Après, il y a des initiatives, effectivement, à prendre pour accompagner la littérature. Et, pardon, je vais fâcher mes collègues, mais il faut arrêter de parler de la langue chaque fois qu'on parle de la littérature, parce qu'on ne parle jamais de la littérature à la sortie. Hein. Donc c'est quand même aussi le souci. C'est aussi bloquant à un moment donné, à force de parler de la langue et de nos difficultés à parler la langue ou de notre peine à résister à ceci et à cela, ben on oublie qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus à la langue corse par la littérature et pas l'inverse. Et enfin, dans ma génération, c'est la majorité. On est tous là, on sait très bien qu'on est venu par la création à la langue. On y est venu par les chants, on y est venu par la littérature, on y est venu par écrire. C'est par la littérature. Donc l'accès à la littérature, c'est l'accès à l'imaginaire, c'est l'accès à des histoires, c'est l'accès à des personnages. Et on oublie la compétence linguistique. Et en même temps, du coup, on progresse et on avance. Et ça, je pense que, en dehors de toutes les technologies qu'on pourrait mettre en œuvre, le charme esthétique de la littérature, c'est pour ça que ça s'associe aussi bien avec les nouvelles technologies, c'est ça la force de la littérature. Et je pense qu'on gagnerait davantage à essayer effectivement de faire partager hein, cette littérature, parce qu'on a la chance d'avoir des générations d'écrivains qui se succèdent,
et qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et beaucoup de générosité à écrire sans lectorat, je veux dire sans considération, sans mise en valeur. Hein. Donc on sait très bien aujourd'hui que effectivement on est beaucoup plus sous les feux de la rampe quand on est un écrivain corse et qu'on écrit en français, quelle que soit la qualité de l'écriture, parce qu'on a un prix Goncourt. Voilà. Donc tandis que quand on continue à écrire en langue corse, on sait très bien à quelle effectivement éternité on est renvoyé. Voilà. Donc je pense que la langue corse, elle a cette chance. Je ne sais pas si on résiste moins, si on résiste plus, si on est plus ou moins locuteur, mais elle a cette chance d'avoir des gens qui écrivent et qui ont quelque chose à dire. Et ça, c'est énorme, parce que, y compris quand vous êtes mauvais locuteur, si vous avez quelque chose à dire, je crois qu'il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Joseph Pouvran qui est dans le public, j'aimerais bien avoir son avis quand même, qu'il prenne un petit peu la parole. Si tu veux, mais il y a beaucoup de choses à dire. Oui, bon, pour les étudiants qui ne me connaissent pas, j'ai été un temps responsable de la revue Rigiro, directeur, rédacteur en chef, la revue Rigiro, d'où sont sortis les deux Jacques et bien d'autres, Renato Gaudio, Marc-Antoine Geroni, mais enfin... bon, j'ai ensuite groupé mes écrits dans... mes écrits de l'époque, parce que je n'ai plus rien fait depuis. Depuis Rigiro, je n'ai plus rien fait, du moins dans le domaine de la création. Les poésies se trouvent au centre culturel Canzone Reggio che Passa, et le four, un four historique, mes nouvelles de Rigiro, dont je ne me suis pas guéri, l'échec dont je ne me suis pas guéri, qui s'appelle Les Solitudes. Bon, bref, ceci pour les étudiants qui... Voilà. Mais ce n'est pas de ça, ce n'est pas de moi que je voulais parler. Pour répondre pour donner une précision qui complète ce qu'a dit notre visiteur et qui est un des inspirateurs quand même de l'évolution qu'a prise l'université, l'histoire de la norme. Il parlait des dialectes, le frioulan, le ladin, qui ont bloqué sur l'histoire de la norme. Eh bien, je crois que les amis seront d'accord, Rigiro a débloqué cette histoire-là. Ça a été Rigiro qui a débloqué cette histoire-là. Il y avait eu des... Monseigneur de la Foat, à la fin du 19e siècle, avait écrit Poésie et Giogose, qui sont chefs-d'œuvre de la littérature corse, bon, pour moi, hein, bien que ce soit traditionnel, ben, che non esca di questi, lasciamo correre. Mais ensuite, les écrivains ou les écrivains qui sont venus après se croyaient obligés d'écrire dans la variété dominante qui était le Cismontinco, et à un moment donné, il y a eu ce rêve d'une Toscane de la Corse qui aurait été la région de Vico, parce que de là sortaient beaucoup d'écrivains, les Mouvristi, Pedro Roca, Arrighi, le professeur Arrighi, Paul Arrighi, Santo Casanova, n'est-ce pas, le fondateur, l'auteur du premier, le fondateur du premier journal de la langue corse, la Tramontana, voilà. Donc, si vous voulez, ça créait, et ça aurait pu être effectivement la Toscane de la Corse, de même que la langue de Dante a été la base de l'italien standard. Mais heureusement que cela ne s'est pas fait. Heureusement que cela ne s'est pas fait, parce que ce qu'on peut constater sur le terrain, les revues qui existaient jusqu'aux années 50 et même 60, les écrivains sudistes se forçaient à écrire dans une variété qui n'était pas la leur. Je pense à Simone Raudet, qui écrivait in bigolaccio, qui écrivait... Bon, alors, l'information n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'université a beaucoup agi dans ce sens. On sait aujourd'hui la notion de système, de sous-système, que la langue est une, avec ses variantes que l'on peut étudier, que l'enseignant a le devoir d'enseigner. L'enseignant a le devoir de transmettre non seulement une variété qui serait la sienne, mais de montrer comment joue le système des variations dans un système qui est extrêmement logique et qu'il appartient au professeur de transmettre, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'enseigner son dialecte, la langue de mon village. Le professeur a fait des études pour élargir un peu tout cela. Mais à l'époque, jusqu'aux années 60-70, ben, les gens pensaient que la lingua d'indueme est au Verrucorse ou ailleurs. Qui lingua parle? Comment ils parlent? Ça ne ressemble à rien. Bon, et là, chacun avait cette conviction, même s'il ne l'exprimait pas, parce qu'on se veut ouvert, on se veut... Mais chacun avait cette conviction que
my dialecte, comme disait la bof. Hein, c'était le nec plus ultra de la langue. Bon. Avec Ruggiero, et en particulier, je pense à un événement fondamental, avec le premier numéro de Ruggiero en 1974, d'abord la profession de foi, en disant ogni svariatezza sarà dimessa, ogni svariatezza di lingue o di scrittura, avec quelques fondamentaux a rupremo ci e gi. C'est-à-dire que cette innovation dans l'écriture d'écrire les sons que et Dieu avec un graphisme spécifique, c'était la seule condition pour Ruggiero. Sinon, écrivez dans votre variété. Et effectivement, on a vu apparaître Rinato Godi. Dire, ça a été quand même un acte fondateur, l'apparition de Rinato Godi dans la littérature corse. Parce qu'il a publié, puis c'est un écrivain très prolifique, un écrivain très fécond, il a beaucoup écrit. Il a écrit d'abord dans un registre de langue que personnellement j'apprécie beaucoup, et dans sa langue, dans son parler sudiste, ou cavad, ou les pluriels en i, et ça n'a dérangé personne. Voilà. Donc, Ruggiero, je crois, a débloqué, a fait sauter un verrou. Ce verrou de la norme. Et ça a ouvert un champ extraordinaire à la créativité. Un champ qui s'est épanoui ensuite dans Bonanova. Bon, Ruggiero a été précurseur. Hein. On a tenu 20 ans, mais on ne sortait pas tous les 3 mois. Hein. On était une revue trimestrielle qui sortait quand elle pouvait. Hein. Voilà. Mais enfin, on a quand même tenu 20 ans. Bonanova tient 30 ans. Et dans Bonanova, je crois qu'il n'y a pas de... 20. Bon, voilà. Mais je crois que personne ne bloque sur le fait qu'un texte de Bonanova est sudiste ou nordiste. C'est une révolution. Ça a ouvert, ça a fait sauter le verrou, ça a fait sauter le bouchon, vous voyez, ça a libéré complètement. Bon, voilà, je voulais parler de cette histoire-là, je ne voudrais pas monopoliser parce que j'aurais eu autre chose à dire. Non, ne t'en va pas, je voudrais ajouter un élément qui montre que l'attitude de Ruggiero a été copiée, imitée par le ministère de l'Éducation nationale lorsqu'il a mis au point le texte réglementaire qui fixe en quelque sorte le CAPES de Corse, puisqu'il a bien dit aucune variété ne sera exigée par le jury. C'est-à-dire que le candidat au CAPES de Corse peut rédiger sa copie, peut s'exprimer dans sa variété. En revanche, ce que le jury est amené à juger, et là je m'adresse aux membres du jury qui œuvrent actuellement, c'est la qualité, la maîtrise, la compétence dans la variété. Ce qui veut dire que le modèle polynomique s'étend à l'enseignement aussi, non seulement à la pratique, mais aussi à l'enseignement. Merci. Bon, je crois qu'on a bien compris les conditions normatives qui étaient satisfaites. Moi, j'aimerais qu'on reste plutôt sur le projet, sur les conditions du devenir. Et s'il y a quelques interventions là-dessus, ce serait, oui, Angelo Pomonti, professeur Corso et Dottoranti. Bien, buonasera. Donc ma question s'adresse plus spécialement à M. Thiers, mais aussi à Mme Verdone, et je crois que M. Fousine pourra tout à fait répondre aussi. C'est plus une question en fait sur aujourd'hui et sur l'avenir. Bon, il semblerait, notamment M. Thiers pour la prose et Mme Verdone, et plus spécifiquement pour la poésie, que vous soyez des représentants d'une tendance qu'on pourrait appeler aujourd'hui une tendance un petit peu moderniste de la littérature corse. Alors, est-ce que vous avez été conscients tous deux d'avoir été peut-être au centre de ce projet-là? Quelles ont été vos influences? Quels sont peut-être vos projets? Et qu'est-ce que vous pensez quant à ce modernisme? Est-ce que vous pensez qu'il peut apporter quelque chose de véritablement important à la littérature corse et peut-être à la langue corse aussi, pour faire le lien avec l'intitulé de la table ronde? Si j'avais su... Si j'avais su... Non, je crois que bon, il faut vous remercier pour cet ensemble, hein, pour ce bouquet de questions, parce qu'il faudrait les retenir et les examiner avec soin, tête reposée, pour faire
une réponse qui soit satisfaisante. Je n'aurais pas la possibilité de le faire, ne fût-ce que parce que le temps ne m'est pas concédé pour le faire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans l'écriture, il n'y a pas de projet, si vous voulez, il n'y a pas de projet aussi bien formé que vous le suggérez, qui précède l'écriture. L'écriture, c'est aussi une volonté, c'est un désir. Il y a du projet, mais c'est un projet qui n'est pas complètement abouti, si vous voulez. Donc, il n'y a pas au moment où personnellement je commence à écrire, et j'écris en prose, il n'y a pas de projet aussi bien dessiné que vous le suggérez. Il y a un désir. Et ce désir, il s'exprime d'abord par un appel, quelque chose qui a envie de mobiliser un imaginaire que l'on sent latent en soi et qui va à l'écriture. Il va à l'écriture dans la langue où l'on se sent capable de dire. Et moi, au moment où ça m'arrive, où j'entends cet appel, c'est en langue corse que se produit ce besoin. Non pas que je ne sache pas écrire en français, mais c'est en corse que ça se produit. Et l'opération réflexive que vous suggérez, elle vient après. Elle vient après et elle examine ce que j'ai écrit. Donc elle examine que j'ai écrit dans une liberté totale. Et cette liberté, c'est le statut de la langue qui me la donne. Parce que je n'ai pas, je n'ai pas de modèle, je n'ai pas de contraintes. Tout ce que je veux faire, c'est ne pas écrire comme mes prédécesseurs. Ça, j'en suis sûr. Au moment où j'écris pour la première fois un texte, tout en appréciant ce que j'ai lu, tout en m'en étant nourri pendant des années, car j'ai découvert cette littérature écrite tard, j'ai à un moment donné ressenti le besoin d'écrire en prose, alors que j'écrivais en poésie depuis longtemps, mais sans savoir que j'écrivais de la poésie. Je ne sais pas si vous pouvez concevoir ça. Pardon ? Voilà, le Jourdain de la langue corse. J'écrivais en langue corse, mais je n'avais pas conscience d'écrire. Pourquoi ? Parce que j'avais commencé à écrire pour mes élèves. Et il y en a certains ici qui ont eu le pinsomme d'être mes élèves. Voilà, le privilège, disait-il par courtoisie, d'être mes élèves. J'avais le sentiment que ce que me donnait la littérature corse était un peu vieillot, vénérable, mais vieillot. Alors, j'ai commencé à écrire des choses, mais tard, à plus de 20 ans. Quand on écrit à plus de 20 ans, c'est qu'on est un mauvais écrivain quand on commence à écrire comme ça. Mais oui, mais autrement, il faut écrire comme Rimbaud ou d'autres. Voilà. Et j'avais envie d'écrire en prose, et j'ai encore envie, pour moi, écrire, c'est écrire en prose. Je ne sais pas si je m'explique, si je réponds à votre question, c'est écrire en prose. Et cette écriture en prose, je la trouve en langue corse. Pourquoi ? Parce que la langue corse est une langue rétive. Et je peine à écrire ce que j'écris. Je rencontre de la difficulté. Je ne vais pas, la plume ne court pas, sauf à de certains moments bien précis. Et donc, je me collecte avec cette langue qui résiste. Et ça, c'est un plaisir infini. Donc, écrire, c'est du plaisir. Ce n'est pas du tout l'acte militant, etc. C'est le plaisir. C'est le plaisir de se bâtir un imaginaire. Voilà. Alors, le modernisme, parce qu'il ne faut pas l'oublier, je crois qu'il n'est pas représenté par mon écriture. Il y a des gens qui sont beaucoup plus modernes ou beaucoup plus modernistes que moi. Je pense par exemple à ceux qui m'apparaissent comme une école et qui ne se revendiquent pas comme une école. Je pense par exemple à Jean-Yves Acquaviva, à Marco Biancarini, à Jérôme Ferrari, à qui encore,
à Pierre-Joseph Ferrari, à Marcelo Jurek. Il me semble qu'il y a là vraiment, Gilles Zerlin, il y a un groupe. Il y a un groupe, mais vous verrez qu'il ne se revendique pas comme groupe. Alors je me demande si ce n'est pas là-dessus qu'il faut réfléchir, sur ces différentes étapes où l'on voit, si vous voulez, une affirmation littéraire s'élaborer progressivement, à la fois par adhésion et par, en quelque sorte, distanciation. Ce qui est au fond l'histoire, me semble-t-il, l'histoire habituelle des différents mouvements littéraires, des différentes générations littéraires. Pardon d'être un peu long, mais je vous remercie. En tout cas, c'est une question extrêmement importante. On va laisser répondre Dominique, puisqu'elle a été sollicitée aussi. C'est bien d'avoir posé une question sur la littérature, mais et tu coudo, hein, Diago Moudier, volta la lingua. Oui, on comprend bien le cheminement, bien entendu. Mais en même temps, pour ce qui est de la poésie, mais moi, je suis lectrice, hein, et c'est vrai qu'il y a des choix esthétiques forcément dans Bonanno, hein, sinon ce ne serait pas un objet de valorisation si on y mettait tout. Je rappelais à Diago Mouvouzine ce que j'avais lu il y a quelques années dans ses écrits, quand il parlait de la poésie et qu'il disait que la force de la poésie, c'est sa force d'exploration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ouvre les virtualités d'une langue à dire le monde. Si moderniste, c'est ça, alors je suis moderniste. Effectivement, ce qui m'intéresse quand je lis de la littérature, c'est qu'à un moment donné, les choses que je croyais connues, que je croyais vécues, je les vois différemment. Et j'augmente ma capacité et ma compétence à comprendre le monde. Et surtout, effectivement, je découvre parfois des zones inexplorées parce que peut-être j'avais pas osé les penser, osé les dire ou simplement les regarder. Ça, je crois que, en littérature, cette stratégie d'écriture-là, elle est intéressante. Alors parfois, elle prend des formes très classiques. Hein. Effectivement, quand on lit Thiers, on n'est pas dérouté. Il y a des personnages, il y a une histoire, c'est contextualisé. Hein. On n'est pas dans le nouveau roman. Hein. Mais en revanche, il y a parfois des situations et des thèmes qui sont abordés, qui, me semble-t-il, ne sont abordés qu'aujourd'hui et qui ne l'auraient pas pu être il y a 50 ans ou il y a 100 ans par rapport à une prise de conscience qui est celle d'aujourd'hui. Donc, la stratégie d'écriture, la stratégie d'exploration, je crois que c'est important et c'est comme ça aussi qu'on captive les gens qui sont d'aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la forme, hein, parce que c'est ça aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai traduit Casimiro Dobrito, qui fait des petits poèmes, hein, des haïkus, on m'a beaucoup félicité en disant « Oh, c'est beau, hein, mais c'est court. Hein. » Oui, c'est des haïkus, c'est court. Donc, oui, c'est vrai que la forme, les nouvelles technologies, moi je suis de mon temps, j'aime bien Abiatset, je veux dire, après je fais aussi avec les formes qui sont celles de mon temps, même si parfois d'autres formes me plaisent plus, mais je crois qu'on a acquis une maturité, je le disais ce matin pour le savoir scientifique, mais il y a une maturité dans l'écriture corse aujourd'hui qui peut se permettre, à travers la génération que tu citais, d'aller peut-être au-delà de certaines normes, d'un certain académisme, vers des transgressions. Donc, je crois que le rapport à l'écriture et à la stratégie d'écriture, pas seulement à la langue, aussi à l'écriture, comment on s'installe dans cette langue et comment on y fait son trou, comment on y fait son chemin, c'est important. Après, il y a des textes qui nous ont formés. Diago Moudier, quand on était en terminale, il nous a fait présenter une liste de textes. Et moi, j'ai présenté Vis Cosmica. Donc forcément, à un moment donné, quand on passe par des textes qui sont des textes, effectivement, dont la mise en forme est moderne, tout en ayant un enracinement dans notre culture, ça forme aussi. Hein. On est le fruit, on ne le dit pas assez pour la littérature corse, parce qu'on a tous l'impression d'être une génération spontanée. Bien sûr, on connaît mal notre histoire littéraire, on connaît mal les écrits d'avant. Alors on a tous l'impression qu'il y a quelqu'un qui débute quelque part. Et on a toujours du mal à situer notre goût, y compris notre sens un peu esthétique, parce qu'il n'y a pas cette généalogie, hein, des écrivains. Voilà. Donc je pense que là aussi, chacun d'entre nous, il faut qu'on fasse un petit peu notre généalogie et qu'on se resitue
qu'en tant que lecteur, en tant que locuteur, en tant qu'écrivain, par rapport à un certain nombre d'acteurs culturels qui ont pris la parole et qui ont dit des choses. Donc moi, la définition qu'avait donnée Diagoum il y a quelques années sur cette immense capacité de la poésie à dire les choses et à augmenter les virtualités sémantiques de la langue, je crois qu'elle me convient assez bien. J'aimerais avoir juste 2 mots de Jacques Fouzine sur ce propos. Oui, Ensuite, on aura Merci. oui, je complète juste comme ça, les choses sont claires. On aura une question d'Emmanuel Valli, de Max Simeoni et de Sébastien Queneau. Voilà. Juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec les 2 interventions précédentes sur les potentialités à la fois de la poésie, de la langue, bien entendu. Mais je voulais compléter par un aspect, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, en tant qu'écrivain ou écrivain, prend du plaisir à combattre, à essayer de trouver la meilleure voie, etc. Mais c'est un plaisir, effectivement, une douleur et un plaisir à la fois. Mais je crois que quand même, on ne peut pas oublier ce qu'a dit Dominique au début, c'est quand même la question de la réception. Quand vous écrivez et que vous publiez surtout dans une revue ou un livre, c'est que vous avez envie qu'on le lise, que cet effort que vous faites ou ce plaisir que vous prenez aboutisse quelque part chez un plaisir de lecteur. Or, c'est un grand problème, celui-là, pour toutes les langues, mais principalement pour la nôtre, pour notre littérature. C'est que si la réception n'est pas à la hauteur du travail que l'écrivain fait, eh bien, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais écrit ça il y a quelques années, mais je crois que j'avais écrit « Écrire en Corse aujourd'hui », la problématique d'écrire en Corse aujourd'hui dans un texte de colloque, littérature et déglossie, et je crois que ça reste encore tout à fait valable. Dans la mesure où il me semble que quand on fait du moderne, moi j'ai commencé comme ça, je faisais du moderne, les premiers textes qui sont sortis dans Reggio, c'était des textes surréalistes, véritablement. Et parce que j'étais en conformité avec ce que j'avais fait jusqu'à présent, jusqu'alors, dans une revue de poésie en français. Bon, mais je me suis aperçu que dans la tête de chacun des lecteurs, il y avait des formes, disons des préjugés de formes, des habitudes. Dans l'oreille, on avait des mélodies, on avait des tournures, etc., qui ne correspondaient pas du tout à cette poésie moderne-là. Alors, où je persistais de force, sans être lu ou être accepté par mon lectorat, où je changeais. Et donc, l'écrivain est quand même obligé plus ou moins de faire une sorte de couper la poire en deux, d'essayer de trouver justement une voie possible. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à faire des paroles de chansons, parce que je trouvais qu'avec la chanson, ça passait mieux qu'avec la poésie. Eh bien, et effectivement, ça passe mieux. Aidé par la voix et par la musique, ça passe beaucoup mieux. Mais je reviens progressivement à une poésie un peu plus moderne maintenant, parce que progressivement, le lecteur s'est habitué à ce genre de choses-là, grâce aux générations que vous avez dit, et qui étaient des générations plutôt de prosateurs que de poètes. Mais enfin, peu importe. La poésie, effectivement, elle a, à mon avis, toutes les potentialités extraordinaires de la littérature. Pour moi, c'est la littérature, l'art, la première des littératures, la poésie. Bon, mais enfin, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, j'ai une question un peu plus, d'ordre un peu plus général. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous entrevoyez comme devenir pour la littérature d'expression corse, dans toutes ses formes d'expression, que ce soit la poésie, la prose, au niveau de l'édition, au niveau du lectorat, au niveau de la création. Enfin, c'est général, mais je pense que vous avez tous peut-être votre mot à dire là-dessus. On va peut-être commencer par Guy Firologne sur cette question. C'est à moi que ça touche. Mais c'est une question compliquée. J'en serais tenté de vous répondre. Moi, je me sens un peu dans la peau de Sisyphe. Je suis condamné à faire rouler le rocher, tout simplement parce qu'il en va de l'essence même de ce que nous faisons. À un moment donné, la société prend conscience ou pas d'un travail qui est fait, d'un projet qui est conduit par celui qui écrit comme par celui qui diffuse, comme par celui qui essaye de faire savoir aux autres ce qu'a fait celui qui écrit, si je puis dire. Et dans cette démarche-là, comment dirais-je, une question excessivement difficile pour moi.
parce que fondamentalement, je ne me la pose pas. J'essaie de participer à la création d'un environnement, et d'ailleurs des événements comme celui-ci y participent fortement. La création de la médiathèque qui a été inaugurée aujourd'hui participe aussi de cet événement. Mais je crois que tant que la société tout entière ne s'emparera pas de ce qui est, ce que disait Jacques à l'instant, quand il parlait de la représentation de la poésie, hein, il y a Uzuikyu, hein, c'est ce que l'ensemble des écrivains de ce pays produisent. Et on a une énorme chance, c'est que ce pays a envie de se dire, ce pays a envie de créer, c'est remarquable ce qui se fait ici. Pour avoir quelques fréquentations au niveau du syndicat de l'édition, nous sommes probablement une des régions de France, pour nous, puisque nous sommes toujours en France, paraît-il, où le niveau de production est aussi important, par rapport, ramené bien entendu à la population. Donc il est clair qu'on est dans un pays où il y a cette magie extraordinaire qui fait que on a envie de se dire, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer à travers de la création. Pour moi, c'est une chance inouïe. Je disais tout à l'heure ce que je regrettais beaucoup, c'est que la conscience collective n'a pas encore perçu cela, ou du moins a perdu cette sensation en cours de route. J'ai cité tout à l'heure le cas des Étédiapés et de Jacques Fouzil, mais moi, là, encore une fois, à ma place, j'ai profondément ressenti cela. Vous savez, pour moi, il n'y a rien de pire que lorsque j'envoie aux médias, pour donner un exemple, j'envoie un livre en langue corse aux médias, à tous les médias, tous, sans exception. Il y a un service de presse qui part systématiquement. Ça m'est insupportable. Je vous cache, par moments, ça atteint des niveaux vraiment insupportables. Que ces intermédiaires-là vont vous chroniquer un livre 4 mois après, 5 mois après, 6 mois après, ne mesurant pas le côté précieux que représente ce travail. Mais par moments, je me dis, et c'est dans des moments terribles de pessimisme, je me dis, mais c'est de la confiture au cochon. Mais qui est cette perte, alors qu'à un moment donné, le travail comment dirais-je, le travail de médiatisation de ce que représente l'action de l'écrivain était quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur. Et ça traversait la société. Il y avait cette espèce de sentiment et de ce mouvement. Moi, ma crainte, elle est là. Cela étant, moi, j'analyse les choses comme un moment, à charge pour nous de faire en sorte que les choses évoluent. Et de ce point de vue, pour ma part, je n'ai pas du tout l'intention de baisser les bras, bien au contraire. Moi, j'ai encore plus envie de faire, encore plus envie de produire. Et le travail que nous faisons avec Jacques Thiers dans l'association de soutien du CCU, à travers les différentes publications que nous avons faites depuis quelques années maintenant, s'inscrit parfaitement dans ce projet-là. Mais nous avons la volonté, l'espoir de faire bouger les lignes de ce point de vue. Mais lorsque les gens s'empareront véritablement de ce travail-là, ben on aura gagné. Et je serais tenté de dire que la société tout entière aura gagné. Comment dirais-je, c'est un facteur très structurant, vous savez, la production littéraire pour une société. Et je crois que, pour ma part, j'espère que ce cheminement s'installera. À charge pour nous de faire le nécessaire. Max, tu me pardonnes 2 secondes parce que Sébastien Queneau voulait poser une question filée, mais je te redonne la parole tout de suite. Merci. Donc c'est pour un peu dans le même esprit. Je crois qu'au mois de septembre, enfin c'est au mois d'août, il y a eu un événement littéraire dont on n'a pas parlé jusqu'à présent qui intéresse la question de la réception, puisque la réception, je crois qu'elle vient après en écho à la création. C'est lorsque Marc Biancarelli a publié un ouvrage en langue française, directement en langue française. C'est pareil, c'est pas. Donc c'est un ouvrage en langue française, et donc vous, lorsque quelqu'un, alors qu'il n'est peut-être pas de votre mouvance littéraire, mais quelqu'un qui est plus ou moins de votre génération, lorsqu'Angelo Rinaldi entre à l'Académie française, vous n'avez pas pour autant changé de langue d'expression. Là, quelqu'un qui fait partie de sa mouvance littéraire, Jérôme Ferrari obtient le prix Goncourt, quelques années plus tard, il change de langue d'expression. Alors il ne s'agit pas, pour moi, de juger Marco Biancarelli, de juger plutôt nous, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'institution, en tant qu'éditeur, en tant qu'université, CTC, etc., pour faire en sorte que des personnes qui disposent de cette compétence linguistique et qui sont de très très bons auteurs, Marco Biancarelli, je pense que c'est le plus fort, le meilleur là, de sa génération. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu en plus, c'est paradoxal, puisque c'est au moment où il a le plus de succès en langue corse qu'il change de langue d'expression. Alors, moi je juge le texte un petit peu de plus loin, pas forcément de plus haut, de plus bas, mais je juge simplement sur la question du changement de langue. C'est ça qui
qui m'intéresse de mon point de vue. Et qu'est-ce que vous pensez, donc qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour que, justement, ces conditions de réception qu'il a dû percevoir comme étant défavorables changent de façon à ce qu'il puisse connaître le succès et qu'il puisse renouer avec la langue corse. Je pense qu'il n'entend pas du tout rompre les ponts avec la langue corse, qu'il compte continuer d'écrire en langue corse, mais c'est peut-être un signal, un mauvais signal, une mauvaise tentation qui peut être donnée aux jeunes, aux plus jeunes qui sont ici. Et donc, que pouvons-nous faire, que devons-nous faire pour encourager justement les auteurs qui disposent de cette compétence à écrire en langue corse? Juste 2 mots, puisque les 2 questions, en fait, sont liées. Moi, je ne crois pas tellement que ce soit les gens. Enfin, oui, on peut imaginer que ce sont les gens. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à la littérature française, italienne, espagnole, anglaise. Moi, j'y suis arrivée par l'école, donc en grande partie. Après, il y avait des gens autour de moi, très bien. Après, une fois que j'ai été initiée à la littérature, petit à petit, j'ai fait mon chemin toute seule. Mais enfin, la littérature, c'est pas quelque chose qui est spontané, qu'on découvre comme ça. Ça n'arrive pas, comme je disais tout à l'heure, par la radio, à la maison, dans la voiture. Je pense que ça doit s'accompagner. Donc ça s'accompagne effectivement par un certain nombre de dispositifs, institutionnels. Tu évoquais le changement de langue. Lorsqu'on en a discuté largement, je dirais, lors des réunions du concilio, à un moment donné, le but du jeu, c'est aussi peut-être pour les gens qui écrivent en corse, non pas de changer de langue. Moi, l'écrivain peut avoir envie de s'essayer à telle ou telle langue, le français, l'espagnol, l'anglais, pourquoi pas. Après, il faut bien analyser la question de l'écrivain qui, lorsqu'il passe au français, ou inversement, se met à l'épreuve de la diglossie. Donc, et que c'est une expérience quand même difficile, je pense, et du coup, qui restreint certainement son champ de virtualité, comme on le disait tout à l'heure. Ceci dit, l'écrivain de langue corse, qui est condamné à l'éternité, là, à un moment donné, je pense qu'il a besoin aussi de trouver, comme le disait Diago, un lectorat. Et qu'une politique de traduction, c'est ce qui permet effectivement au texte en corse de s'expatrier à l'extérieur et effectivement d'avoir à un moment donné une valorisation. Chacun d'entre nous, on a pu faire cette expérience-là. Moi, je l'ai faite avec Padrizia, effectivement, non pas, elle n'est pas passée au français, elle a laissé son texte aller vers un traducteur. Et je pense que certainement aussi, y compris dans l'échange avec le traducteur, et parce que c'est lu ensuite par d'autres, et que parce que par le français, un autre, et elle le sait, a pu traduire en anglais, du coup, il y a un voyage de cette littérature où on a le sentiment, effectivement, d'être davantage lu. Donc ça tient véritablement aux conditions d'accompagnement de la littérature. Je le redis encore une fois, je l'ai dit au début, la littérature, c'est un processus qui se construit. Ça n'existe pas suspendu dans les airs et ça va nous pénétrer par je ne sais quel nouveau... voilà, c'est impossible. À un moment donné, ça s'accompagne. C'est un processus qui est difficile et ça s'accompagne aussi, comme le disait Diago, par des moments de plaisir. On le voit dans les écoles, dans les intervenants. Pour un intervenant qui vient lire une histoire dans une salle de bibliothèque par terre avec les enfants, pour un intervenant en Corse, il y a 4 intervenants en français. C'est de la littérature quand même, parce qu'à un moment donné, il y a une complicité entre les littératures aussi, cette façon de voir le monde. Mais si on veut que ce soit en langue corse, il faut augmenter cette capacité-là. Je ne crois pas qu'on puisse, et c'est tant mieux, parce que c'est vraiment aussi la spécificité de la littérature. On n'y vient pas aussi facilement qu'une autre forme, effectivement, d'écriture. Donc, pour moi, ça s'accompagne avec une vraie politique de diffusion. Il n'y a pas de souci. Sinon, il faudra attendre peut-être 50 ans, 100 ans, qu'une génération spontanée découvre les œuvres qui sont sorties aujourd'hui. Merci pour le contrepoint. Mais juste un complément avec Jacques Thiers, concis si possible, comme ça, on donne encore la parole. On s'est donné à peu près 2 heures, donc on a encore un petit moment. Oui, alors je vais essayer de répondre à la nécessité de la concision, bien que chaque fois que vous prenez la parole, on a envie de vous répondre longuement, parce que ça nous intéresse. Bon, alors un exemple d'abord, très concret, je réponds par la bande. J'ai écrit à Fontana Alte, et puis mon éditeur m'a dit maintenant il faudrait le publier en français. Alors j'ai demandé à Hélène Bonnerand de le traduire, et puis Hélène a eu la malencontreuse idée de tomber malade, de ne pas être disponible. Et moi, je voulais que ça soit fait pour répondre, parce que c'est pas tous les jours que Guy Verlaine vous demande
de publier rapidement un livre. Il faut pas sauter sur l'occasion. Alors donc, je me suis empressé de le traduire moi-même. J'étais ravi. Et puis, quand j'ai vu le livre publié, je l'ai lu et je ne l'ai pas reconnu. Je vous jure, je ne l'ai pas reconnu. Parce que, voilà, c'est se mettre à l'épreuve de l'autre langue. Et moi, j'ai découvert un livre qui est peut-être bien écrit, mais qui est le livre d'un prof de français, qui n'est pas le livre d'un écrivain. Voilà, il n'y a pas le style, c'est pas le même imaginaire. Alors, certains y verront peut-être une marque de la diglossie, je ne sais pas, voire de la schizophrénie, hein, allons-y. Hein. Bon, mais en tout cas, je ne l'ai pas reconnu. Voilà, donc je me suis promis que je ne recommencerai jamais plus. En revanche, j'ai écrit un livre en français, Les Potirons, l'inspecteur et le gecko, qui est autre chose, qui m'a ravi complètement, et qui est un montage narratif, fait avec des documents d'archives parce que ce que j'avais découvert en étudiant les archives nationales et départementales sur l'instruction publique m'avait horrifié en même temps que ravi. J'avais besoin de le dire. Et j'ai fait un montage narratif qui me plaît. Alors, est-ce qu'il faut voir des distinctions? En tout cas, moi, concernant l'ouvrage que tu indiques et l'aventure de Marco, moi, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai lu Orphelin de Dieu, je ne l'ai pas dissocié par la langue. Je ne l'ai pas dissocié par la langue. Pour moi, il a pris place dans un imaginaire corse. Et j'ai essayé, je n'ai pas encore réussi, j'ai essayé de m'interroger sur la place qu'il tient dans la créativité corse. Et je l'interroge en même temps que Ostrizorma de Guy Benigne. C'est curieux, hein, mais pour moi, il y a des ressemblances. En même temps que Cent'anni Gentimesi et Fintanto che l'erba crescerà. Pour moi, il y a 4 livres là qui, comme on dit aujourd'hui dans les jeux télévisés, me parlent. Alors, ils me parlent, j'ai envie de les comparer. J'y vois un imaginaire corse. Je ne sais pas si je réponds certainement pas à ta question, mais je pense qu'on ne peut pas y répondre en termes de langue stricto sensu. Tu as évoqué Angelo Rinaldi. Angelo Rinaldi, eh bien, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'il a choisi? Oui et non. Oui et non. Je crois que les choix ne sont jamais complètement marqués. Il faut voir les gens à l'épreuve de la longue durée dans l'acte d'écriture et d'édition. Maintenant, ce que je voudrais dire, je m'arrêterai là, je voudrais dire qu'il nous manque dans la littérature corse, pour qu'il y ait littérature corse, il me semble qu'il nous manque un créneau, parce qu'on croit que nous avons toute la chaîne de l'édition, parce que les livres sont commentés avec plus ou moins de retard, mais ils sont commentés. Mais ils sont souvent mal commentés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais l'étape intermédiaire, c'est-à-dire celui du commentaire, du texte documentaire, de la fiche de lecture. Est-ce que vous connaissez beaucoup de fiches de lecture des livres en langue corse? Moi, je n'en connais pas. Je connais des humeurs, je connais des quatrièmes de couverture qui ressemblent. Je ne connais pas de fiches systématiques de lecture. Et c'est, me semble-t-il, ce qui nous manque et ce qui nous permettrait d'aller vers, en quelque sorte, une littérature accomplie. Voilà, Alain. Oui. Je ne devais pas prendre la parole, mais je n'ai pas pu résister quand même, après tout ce que j'ai entendu. Une littérature n'existe que parce qu'il y a une langue. Il ne peut pas y avoir de littérature sans langue. Alors, le problème qui a été posé au départ, à savoir l'avenir de la langue, est quand même au centre, est quand même un préalable, je dirais, à tout. Est-ce que cet avenir est assuré? Est-il certain? Est-il en danger? Si on regarde la chronologie rapide, jusqu'après la dernière guerre, effectivement, nous avions comme référence d'auteurs corses des auteurs qui parlaient de la Corse rurale d'avant, celle qui était en train de disparaître et qui a un peu tenu le coup, je dirais, grâce à la guerre, parce qu'on s'est replié sur les villages et on s'est
réchauffer un peu au pain du châtaignier, à notre farine de châtaigne. On s'est sauvé un peu. On a retrouvé tous les gestes antiques de la Corse rurale. Et après, ça a été l'explosion, l'exode, la Castagniccia qui se vide en quelques années. Et puis, on est attiré par les néons de la reconstruction qui se fait ailleurs, par l'empire colonial qui nous demande des hommes et par les carrières individuelles grâce au diplôme à l'école, etc. Bon. Et là, il y a un hiatus. Et puis, il y a le réacuiste. Le réacuiste, c'est les chansons, c'est le cœur qui parle, c'est une jeunesse engagée, politique d'ailleurs au départ, et qui aujourd'hui, la chanson corse est diversifiée, elle touche tous les domaines, d'ailleurs, elle fait des syncrétismes avec d'autres chansons, d'autres modèles, et tout est à l'essai, depuis la polyphonie traditionnelle jusqu'au reste. Donc, il y a actuellement, il y a eu le réacuiste, et maintenant vous avez l'explosion des écrivains. Depuis quelques années, ils sont nombreux, ils écrivent, ils ont du talent. Bon, le problème du lectorat est quand même lié à celui de la langue. Alors, si je prends comme référence le travail de l'UNESCO, qui en 2001 a fait, pour l'étude des langues, je dirais, secondaires, des langues en état en défense, de toutes les langues minoritaires, a décrété l'institution d'une commission d'experts linguistes du monde entier capable de faire le point, qui a remis son rapport en 2003. Je crois que c'est à peu près ça, c'est à quelques années près, peut-être je me trompe, mais c'est ça. Et que dit le rapport d'experts? D'abord, ils nous disent une chose que tout le monde sait, c'est qu'il va disparaître des centaines de langues en l'espace de quelques décades. 6000 langues sont parlées aujourd'hui. Avant la fin du siècle, il y en aura au moins 1 millier qui auront disparu. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les experts préconisent. Alors, ils ont donné une grille de lecture. Cette grille de lecture, il y en a une qui est... Il y a plusieurs considérations, mais il y a une grille de lecture qui est intéressante pour nous. C'est que il donne... entre 5 et 0. 0, c'est la mort d'une langue, et 5, c'est quand elle se porte à peu près bien. Le chiffre 5, c'est quand la transmission se fait naturellement dans la famille, c'est-à-dire que tout le monde parle corse. Alors la langue, là, elle est au zénith, elle est assurée d'avoir un avenir, jusqu'à des circonstances contraires plus tard. Après, au chiffre 4, ils disent il y a une perte, parce que c'est le taux de transmission qui les intéresse. Ils disent le taux de transmission de la langue est essentiel. Alors, 5, c'est parfait. 4, c'est déjà quand une population maîtrise sa langue et qu'elle est obligée, dans certaines circonstances, de ne pas l'utiliser. Et ils citent, les experts de l'UNESCO, ce n'est pas que des experts français, ils citent la justice, l'enseignement, etc. Où les locuteurs locaux sont obligés d'employer une autre langue pour échanger. Parce que sinon, ils ne peuvent pas le faire. Après, ils passent au 3. Le coefficient de 3 est donné pour des personnes où seuls les gens adultes en âge d'avoir des enfants sont capables de parler corse entre eux. C'est déjà la moitié de l'échelle par rapport à l'handicap final, je dirais. Après, le coefficient 2, je crois que ce n'est que quand les grands-parents parlent. Et après, on descend à 0, c'est-à-dire la mort d'une langue. Alors, où nous situons-nous dans le taux de transmission de la langue? Parce que le paradoxe est là. Nous avions une langue populaire avec peu d'écrivains dans la période moderne, c'est-à-dire jusqu'à l'après-guerre, et nous avons beaucoup d'écrivains de talent dans une période où on n'est pas sûr que la transmission de la langue s'effectue, malgré l'école, malgré tout le travail qui a été fait par les culturels, par les associatifs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe apparent? Mais la question est là. Quel est l'avenir de la langue et le taux de transmission? Hans, peut-être sur ce préalable entre langue, littérature et puis même sur cette échelle de vie, les conditions de vie.
Peut-être que tu peux nous présenter quelque chose qui a l'expérience du comparatisme. Oui. Alors donc, j'avoue franchement que ce n'est pas la première fois que je participe à une table ronde similaire. Et bien sûr, ce n'est pas la fois non plus que j'entends des voix très sceptiques en ce qui concerne l'avenir d'une petite langue telle que le corse. Enfin, je connais très bien les statistiques de l'UNESCO, je connais bien également les échelles qui sont présentées, mais je connais également des voix qui préconisent la mort de certaines petites langues qui remontent à il y a 2 siècles, 3 siècles en arrière. Et un de mes voeux n'a jamais été rempli durant ma carrière universitaire, c'est de trouver un étudiant qui fasse la synthèse de toutes ces préconisations de mort de différentes langues, au moins européennes. Je ne parle pas des langues qui se parlent en Amérique du Sud, dans le grand bassin de l'Amazone ou autre part, mais uniquement de ce qui se passe ici. Ce qui manque, par exemple, sur cette liste de l'UNESCO, c'est l'esprit d'identité et c'est cette charge, comment dirais-je, humaine qui est difficilement chiffrable et qui très souvent joue dans la survie d'une langue, tant dans le présent que dans le passé. Je peux le constater à plusieurs reprises dans différentes interviews personnelles avec soit des jeunes, soit des personnes plus âgées, que cela est une force qui sous-tend en quelque sorte l'activité langagière des gens et qui apparemment semble pouvoir se renouveler d'une façon, comment dirais-je, très souvent ni prédictible, ni facilement analysable. En ce qui concerne donc le contenu des discussions que je viens d'entendre ici, quand je les compare avec ce que je connais d'autres coins de la Romagna, alors je peux vous assurer que vous pouvez être optimiste, enfin, avec le savoir que j'ai et donc les connaissances de la précarité de la production littéraire, par exemple, dans d'autres coins de la Romagna. Il me semble que la situation de la Corse est encore tout à fait positive. Et quand on compare cette situation de la Corse d'aujourd'hui avec ce que j'ai pu constater il y a 30 ans en arrière, alors donc ça a été un grand bond en avant. Et mon impression de l'extérieur est qu'un romaniste de 2050, disons, alors donc quand on ajoute à notre date de maintenant une trentaine d'années, alors donc aura également la chance d'étudier donc une substance très spécifique parlée dans cette île et également une substance très spécifique écrite dans cette île-là, comme ceci va être le cas aussi pour d'autres langues mineures romanes que je connais. Évidemment, il y a beaucoup d'optimisme dans cette assertion personnelle, mais je peux l'étayer aussi par ce qu'on sait sur le pessimisme de nos ancêtres. Alors, le pessimisme de nos ancêtres sur la survie des petites substances culturelles, qu'elles soient langue ou littérature ou autre chose, était apparemment trop grand. Et je pense que le scepticisme qui existe de nos jours va être de la même dimension, à savoir donc trop grand. Soyons donc optimistes et que ça continue de la façon comme ça s'est développé au moins durant les dernières 30 années. Merci. Je voulais entendre ce mot de conclusion parce que nous allons conclure là-dessus. Je voudrais rappeler que ce débat partait donc des conditions d'un devenir. Nous l'avons, je pense, mis en perspective avec les interlocuteurs que je remercie ici et qui nous ont fait le plaisir, autour de Jacques Thiers, autour des 20 ans du CCU, de reposer un petit peu les choses. Bien entendu, les constats sont toujours mitigés, mais globalement quand même optimisme,
avec cet éternel paradoxe d'une langue en érosion dans son réseau social global, et une littérature, une production littéraire, mais avec un problème quand même de conditions de consommation, d'engagement individuel. On a parlé aussi de système et de circuit, et de considération sur la vie et la mort d'une langue, avec ce mot de conclusion de notre ami et confrère Hans Goebbels, que nous n'aurons de cesse de remercier pour son déplacement aujourd'hui, pour la circonstance. Voilà, nous allons nous donner un moment de pause de 2 heures. Pas tout à fait, puisque vous êtes tous conviés à un apéritif dînatoire qui est en place à partir de 18h. Il est déjà en place. Bon, alors on peut se donner 2 heures de pause, puisque l'apéritif est déjà en place là. Nous reprendrons dans cette même salle un moment festif, avec un moment festif autour de l'œuvre de Jacques Thiers, pas autour de Jacques Thiers, autour de l'œuvre de Jacques Thiers. J'insiste, s'il veut rester, il est le bienvenu, mais nous, on va quand même le faire. Hein. Donc voilà, nous, on a prévu de faire un petit moment comme ça. Il y aura, avec des amis, des lectures, des extraits de théâtre et, bien entendu, quelques chansons pour... Pardon ? Non, on ne donne pas les contenus et les surprises qu'il peut y avoir dans cette soirée. Donc, bien entendu, nous vous attendons dans cette même salle à partir de 20h, après un apéritif que nous avons tous mérité. Merci beaucoup à nos interlocuteurs, et longa vita alla lingua et à littérature.